Donc on attend Patrick Osmond qui est en train de se garer, voilà, mais qui va arriver. Patrick Osmond, voilà, et malheureusement, donc Alexis Victor et Constantin Papas ont eu des soucis différents et donc ils s'excusent auprès de vous de ne pas être là avec vous aujourd'hui. Voilà, alors avant toute chose, je voulais remercier déjà toute l'équipe des bénévoles voilà, qui s'occupent de ce salon. Ça fait 9 ans maintenant que le salon existe. Avant, ça s'appelait Salon des séries télé-cinéma et maintenant, ça s'appelle Salon des séries et du doublage parce que le doublage prenait chaque année de plus en plus d'importance. Et voilà, puis on est bien heureux de recevoir autant de comédiens de qualité. Voilà. Et voilà, je vais remercier aussi François Justamment, mon collègue de la Gazette du doublage qui a présenté les 2 autres débats de doublage de la journée. Et puis aussi Florian dans la salle et 2 personnes. Voilà. Donc cette année, bon, il y a eu déjà la dernière saison d'Esperate Housewives, mais aussi le dernier Batman. Et donc c'était une occasion de revenir tous ensemble sur les différentes voix de Batman et des méchants, toutes les personnes, voilà, tous les personnages de l'univers Batman. Jacques est très méchant. Voilà. Alfred. Voilà, Alfred. Donc déjà, je vais déjà vous présenter les invités. Alors le plus jeune d'entre nous, Jacques Siron, voilà, qu'on peut applaudir bien fort. Alors Jacques donc a doublé Alfred donc dans les 4 films donc Batman, Batman le défi, Batman Forever, Batman et Robin et dans des dessins animés. Voilà. Et ça c'était les films. Voilà, et les dessins animés aussi. C'est pas les dessins animés. Voilà, et en plus les dessins animés. Voilà. Il y a 200. Et ensuite Vincent Violette, qu'on peut applaudir bien fort aussi. Alors, Vincent a doublé Jim Carrey, l'homme mystère dans Batman Forever. Et voilà. Et il a doublé aussi Gary Oldman, Gordon, donc dans les derniers films voilà, de la trilogie. Et il a aussi doublé des méchants dans les dessins animés, aussi dans la série des années 90 et dans plusieurs l'épouvantail, je crois, enfin plusieurs méchants. Voilà. Et enfin Stéphane Ronchevski, qu'on peut applaudir aussi. Et donc Stéphane est la voix du Joker dans The Dark Knight. Voilà. Donc avant toute chose, je vais proposer qu'on fasse un petit tour de table pour parler avec vous de déjà comment vous êtes venu au doublage, donc de votre parcours de comédien à chacun. Et on va commencer par Jacques. Alors, ça marche? Je sais pas moi, comment vous avez commencé le théâtre, non, Jacques? Ce que je veux dire, c'est que quand moi j'ai commencé à jouer, on avait très peu de dessins animés. Parce que quand j'ai commencé, c'est dans les années. C'était en 51, 1900, et je doublais des films. Et c'est beaucoup plus tard que sont arrivés les dessins animés, parmi lesquels, c'est parce que j'avais peur de ne pas m'en souvenir, Babar, avec Pompadour, dans ça, je l'ai fait pendant des années. Et alors, c'est drôle parce que tu vas peut-être t'en souvenir, Babar, c'était Jean-Pierre Darras. Alors, magnifique Jean-Pierre. Babar, ouais. Mais qui l'a fait après lui? Alors, il y a eu... Alors, Jean-Pierre Darras faisait Cornelius, et Babar, c'était Christian Allers. Oui. Christian Allers qui faisait Babar. Mais après Jean-Pierre. Oui, je sais. Non, enfin. Bon, c'est pas grave. Et après, moi, simultanément, ça a été les dessins animés, Ouais. bien entendu. On va parler, Jacques, on va parler théâtre un petit peu avant quand même, pour vous présenter ce que vous avez fait en théâtre, parce que bon, là, on n'a pas 3 heures pour faire une conférence, mais je crois qu'il y a quelques... Je veux dire les gens avec lesquels j'ai joué. Voilà, par exemple. Comment vous avez débuté au théâtre? Comment je suis venu au théâtre? Ouais. Par le chemin le plus court, parce que j'avais mon prof de mathématiques qui avait une fille formidable qui s'appelait Denise Noël. Elle est là. Elle a été sociétaire de la Comédie Française.
mais elle m'a fait connaître tous les gens à leur départ. Et je disais avant-hier à Muriel Mayette, je lui dis, c'était le début novembre, à une date très précise, et je lui dis, vous savez, Jean de Sailly, à cette date précise, en 1942, je l'ai vu pour ses débuts officiels à la Comédie Française dans Fantasme. Elle était quand même un peu estomaquée. Et je marchais son cadre, pour lui expliquer tout ça. Et puis, j'ai commencé comme ça, et puis elle me faisait faire prendre des cours avec un jeune garçon, un jeune pensionnaire de la Comédie Française, qui s'appelait Michel Vadet, et qui malheureusement, lui, c'est autre chose. Un jour, en installant son arbre de Noël dans sa maison, il est tombé de l'escabeau et il s'est tué. Il avait 34 ans, voilà. Et puis alors, bon, ceci étant posé, j'ai connu une femme formidable qui s'appelait André Loher-Théron, qui a été mon professeur. Et après, j'ai connu René Simon. Mais j'étais maigre comme un clou, et puis alors il me dit, ben non, c'est trop tôt, tu peux pas... Vous avez de l'argent? Il me dit, non, j'avais connu, grâce à ma famille dans l'Est, je suis un petit champenois, et j'avais connu un soldat américain qui m'avait dit, si ça t'intéresse, mes parents peuvent porter garant pour toi à l'université. J'ai demandé à mes parents, je suis allé en Alabama. Il y a des pays beaucoup plus jolis qu'Alabama, mais enfin, je suis tout de même allé en Alabama. Voilà. En Alabama, je suis à l'université, et c'est comme ça. Et quand je suis revenu, je suis reparti chez Simon, et je ne l'avais pas changé. 50 kilos, 1m80. Enfin, je me dit, non, c'est pas possible. Et là, j'ai vu une femme dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelait Béatrix Dussam, qui était une immense professeure, sociétaire de la Comédie Française, et elle était professeure chez Maurice Escande. Alors il y avait une femme qui s'occupait aussi, Madame Dussam et Monsieur Escande. Voilà. Et là je suis resté un bon moment chez Escande, et tout a commencé comme ça. Tout a commencé, on m'a engagé au théâtre, et à partir de là, et c'est vrai, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais beaucoup de théâtre à Paris, beaucoup. Et le cinéma a marché, pas des grands rôles, mais quelquefois des choses agréables. Au cinéma, j'aimerais que vous parliez de Frantic, avec Le Frantic. Frantic, c'est plus récent. Ouais. Il y avait tout de même Brigitte Bardot dans Dieu créa la femme. Et Dieu créa la femme. Alors, bon, ça c'était... Et nous sommes restés amis, je précise. Et il y avait beaucoup, on tournait beaucoup. C'est ça que je veux dire, on tournait. Alors on tournait peut-être 4-5 jours ou 6 jours, mais on tournait. Alors évidemment, j'ai tourné avec Sophia Loren un jour, alors ça je vais me dire un jour ce qu'elle a fait, parce que j'avais beaucoup travaillé avec Peter Ustinov, et un jour il m'a pris pour jouer dans les DL, et je jouais le gars qui était à l'entrée de l'hôtel, et on commence à tourner, et il met sa caméra sur Sophia Loren qui arrivait, et Sophia Loren a dit ah non, pas moi, lui il n'a pas un grand rôle, alors c'est sur lui qu'on le prend. Oui, c'est plutôt rare comme c'est plutôt rare comme façon peut-être de... Elle l'a fait. Ah, oui. Voilà, enfin ça sont des petites histoires, c'est des petites histoires comme ça. Alors évidemment j'ai tourné avec Peter Ustinov plusieurs fois, alors là, pour le coup. Et puis la dernière fois, passons tout ce qu'il y a eu, des bons, des mauvais, mais j'ai tourné dans Frantic. Avec Harrison Ford. Avec Harrison Ford, qui a été charmant, qui est revenu dans ma loge, on a tourné une semaine pleine d'abord, et il me dit mais t'as pas de téléphone dans ta loge? Bah mais non, je n'ai pas de téléphone. Voilà. Tu viendras téléphoner chez moi, parce que j'ai trouvé charmant dans ta loge. Et Harrison, nous sommes restés très proches, et c'est pas mal, quoi. Alors au théâtre, vous avez joué avec les plus grands comédiens, et oui, Jean de Poulain, avec Pierre Freinet, c'est même pas mal. Alors un dont on parle en ce moment énormément, chanteur, c'est Antoine
j'ai joué Dédé au Théâtre des Nouveautés avec Antoine, il fallait que je chante. Ça, c'était un autre problème. Je n'étais pas toujours dans le ton. Et un soir, en rentrant, Antoine me dit « Où va-t-on » Oh, j'ai dit « Alors ça, j'étais là-haut, moi. J'étais déjà parti. » J'ai tourné avec ce charmant, qui est mort jeune aussi, comment il s'appelait, avec Pierre Dac, et Francis Blanche. Francis Blanche. Et Francis Blanche aussi, Ouais. avec qui encore Marthe Mercadier aussi, avec Marthe Mercadier, avec qui vous avez beaucoup joué. Beaucoup travaillé avec Marthe, j'ai joué 5 pièces. Voilà. Et puis dernièrement, Annie Cordy, qui est Annie Cordy, avec Ali, qui est devenue votre grande copine. Et demain, regardez là, parce que demain on fête ses 85 ans dans Vivement Dimanche. Alors j'y étais mercredi. Elle a enregistré, elle vient d'enregistrer un album, 14 nouvelles chansons, avec des airs nouveaux, des textes nouveaux. Et alors elle dit à qui veut l'entendre, tiens avec lui et moi. On va avoir 85 ans tous les deux. Oui. Avec Lynn Renaud, on se suit. On est à la bande des 3. Voilà, et avec Lynn, j'ai fait un très beau voyage avec elle sur un bateau, on a joué. Avec une femme très drôle, que vous connaissez peut-être de nom, qui a une voix que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Laurence Badi, elle a une voix comme ça, elle a une toute petite voix. Oui. Mais elle a dit là, elle va jouer une pièce à la rentrée. Ah, ça c'est formidable. Et de fil en aiguille, je faisais le calcul que j'avais créé 50 pièces à Paris. J'entends par créer. C'est beaucoup créer. Maintenant, je suis un vieillard, hein, je ne crée plus rien du tout. C'est là le film que je viens de faire avec Marina Vadi. Et c'est là ce que racontait l'histoire. Marina, le jour de la première, avec Florence Pernel, je pense que vous la connaissez à la télévision, qui joue notre fille. Et Marina me dit, tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors on a tourné ensemble, oui, on a tourné ensemble, mais quoi? Le lendemain, elle arrive, elle me dit, je le sais. Ah bon? On a tourné ensemble il y a 60 ans. Elle me dit, j'avais 14 ans, t'en avais 25. Et ben voilà, on est bien portant. Et puis, elle est magnifique. Je précise, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle vient, elle habite toujours Maison Lafitte depuis 102 ans. Et elle venait le matin, elle partait à 6h30 du matin pour être maquillée, à 7h30, elle venait en voiture le matin. Là, il y a un mois, je pense. Formidable, formidable. Et il y a quelques années, vous avez eu un rôle dans Plus belle la vie. Alors ça, du coup, Plus belle la vie aussi. Il y a beaucoup de gens, alors que Jacques a quand même, on peut le dire, à peu près 60 ans de carrière à peu près. Et donc il y a des gens qui l'arrêtaient dans la rue, là pour Plus belle la vie, alors que Jacques a fait beaucoup de télévision dans des rôles importants. Et là, par contre, Plus belle la vie, tout le monde le reconnaissait dans la rue à ce moment-là. Ben ça, j'ai pas beaucoup changé. J'ai un peu ici, mais pas beaucoup quand même. Non, ça va très bien. Très bien. Non, c'est pas moi qui est intéressant, c'est ce que vous avez à poser comme question. En particulier sur les dessins. On demandera après. Là. Parce que c'est ça qui était important. En attendant, on va d'abord applaudir Patrick Osmond, qui vient d'arriver, qui est la voix... Et donc, Patrick est la voix de Michael Keaton, donc Batman, dans Batman et Batman le défi. Voilà. Et puis d'ailleurs, on va lui passer le micro, comme ça... Bonjour à tous. Alors, déjà, je vais demander comme à Jacques de me raconter un petit peu comment vous êtes venu au doublage. Donc vos débuts au théâtre et... En couchant. Comment je suis venu au doublage? Moi, j'ai fait surtout 15 ans de théâtre avant. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans la décentralisation, comme on dit, le théâtre subventionné, les centres dramatiques nationaux en province. Donc j'ai beaucoup fait des saisons entières à Limoges, à Béthune, à Reims, enfin dans des endroits parfois assez riants.
Voilà, mais bon, avec des équipes formidables, et puis une grande chance quand on est comédien d'être engagé à la saison de septembre à juin. Et je dois dire que de ce point de vue-là, j'ai été assez gâté pendant une quinzaine d'années. Et puis, j'ai un peu pris un virage au bout de tout ce temps-là pour des raisons à la fois personnelles, parce que la vie, des fois, il y a certains aspects qui font que... Et puis aussi, je dois bien le reconnaître, peut-être aussi par ça se conjuguait avec une petite forme de lassitude, parce que quand on a 25-30 ans, le côté nomade est tout à fait agréable. Et puis il arrive un moment où on a un peu, peut-être aussi, enfin, bon, en tout cas, au bout de 15 ans de ce régime-là, j'en ai eu aussi un peu assez d'être toujours entre deux valises et que j'avais un peu envie de me poser. Et puis, voilà, il y a un train qui est passé par l'intermédiaire d'un camarade auquel je dois beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Michel Vignier, qui est un vieux copain de cours. On a été en cours de théâtre ensemble, et qui était à l'époque, en tout cas, une star de la synchro, puisque c'était la voix de Mickey Rourke, ça l'est toujours d'ailleurs, sauf que malheureusement, Mickey Rourke qui s'est un peu calmé. Voilà, et Michel m'a branché, comme on dit, mis le pied à l'étrier un peu dans le doublage, de façon un petit peu inattendue, on va dire, à un moment où j'étais justement dans cette phase un peu intermédiaire et où je ne savais pas trop quel sens j'allais donner aux choses. Voilà. Bon, et puis j'ai eu la chance que ça prenne bien et que mon travail soit apprécié, et que les gens me repèrent, on va dire, et puis fassent appel à moi de plus en plus régulièrement. Voilà. Et après, le théâtre m'a un petit peu manqué, évidemment, mais comme vous savez, c'est des histoires de famille. Hein. Moi, quand on est dans ce circuit particulier du théâtre subventionné dans les centres dramatiques nationaux en province, les familles parisiennes, on ne les connaît pas. Enfin, en tout cas, eux ne vous connaissent pas. Ils apprécient votre curriculum vitae, ils vous disent que c'est absolument formidable tout ce que vous avez fait, et que quand vous jouerez à Paris, ce serait bien que vous leur disiez de venir vous voir. Mais évidemment, quand on travaille dans les centres dramatiques nationaux en province, le cahier des charges, c'est faire de la diffusion culturelle sur la région, et on est interdit de séjour à Paris. Donc on a peu de chances de rencontrer les gens à Paris. Même si on recrute les comédiens pour aller travailler dans les centres dramatiques nationaux la plupart du temps à Paris, parce que c'est là qu'ils vivent. Donc voilà, quoi, à part un théâtre d'arrondissement qui s'appelle l'Étoile du Nord, l'ancien théâtre 18, où je suis un peu sociétaire, on va dire, parce que c'est une petite compagnie de création avec laquelle j'ai fait beaucoup de spectacles. Voilà. Et comme je n'avais plus envie de repartir des saisons entières au fin fond de la France, voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord, très bien. On va demander à Vincent aussi, du coup. Merci, Patrick. C'est bien bon. Alors vous êtes d'une famille de comédiens, oui, on peut le dire. Voilà. Mon père était comédien, voilà. Et il a doublé Charlton Heston, enfin ponctuellement, Charlton Heston, Anthony Quinn, Jean Violette. Voilà. Et j'ai commencé à 17 ans, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle le Centre de Marie Blanche, qui est une école d'État. Je voulais faire un conservatoire après, et en fin de compte, je n'ai pas fait du tout. J'ai monté un théâtre avec Jean-Louis Sartou et Anita Yarda. On a monté un petit théâtre à Ivry, le studio d'Ivry. On y a bossé 7 ans, etc. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec différentes compagnies sur Paris, en région parisienne. Beaucoup de petites compagnies, de travail un peu de laboratoire, de recherche, qui parfois nous ont emmenés dans des théâtres. On a joué à l'Odéon, on a joué, enfin, on a des lieux... Théâtre. Ouais, des beaux théâtres. Mais enfin, il y avait un peu de tout. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré une dame qui était secrétaire dans une société qui s'appelait la Sophie,
et qui engueulait mon père en disant mais ton fils il est comédien, tu ne l'as pas présenté. Elle m'a dit bah viens me voir, voilà. Et Colette, cette femme, m'a donné mes premiers petits rôles à la Sophie, les ambiances, tous les voilà. Et puis ça m'a permis comme ça de continuer mon activité en compagnie, et puis de pouvoir travailler un petit peu en doublage. Et puis après avoir fait des ambiances, des petits rôles, des machins, peu à peu, j'ai accédé à des rôles plus importants. Voilà, comme dit Patrick, un coup on vous fait confiance, on vous donne un rôle plus important. Ah tiens, il s'en sort bien, puis voilà, ça fait beaucoup de neige. Et je continue à travailler toujours en compagnie au théâtre. D'accord. Et au théâtre, qu'est-ce que vous jouez alors? Quels sont les types de rôles que vous jouez Oh bah moi tout de même, mon fond de commerce c'est tout de même un peu les salopards, les pervers, voilà, enfin tous les mecs un peu troubles, quoi, c'est ça qui me fait vivre. Hein. Voilà, ce qui fait qu'après je rentre, je suis très calme et très gentil à la maison parce que je me suis défoulé au théâtre. Voilà. Et là je répète une pièce qu'on commence dans une semaine qui s'appelle Qui crève les comiques, où je fais un metteur en scène tortionnaire, qui rend la vie impossible à 3 petites comédiennes charmantes. Et pourriez C'est très bien, c'est très agréable. peut-être nous dire des dates du coup et nous dire où ce sera joué pour que les fans. Oui, je suis pas prêt. Alors c'est à Malakoff, ça s'appelle le Magasin et c'est à partir de samedi prochain. Voilà. Théâtre Le Magasin, Malakoff, Qui crève les comiques. D'accord, très bien. Déjà, c'est tout un programme. Très bien. Et voilà, on va demander aussi à Stéphane du coup. Bonjour. Moi, c'est une histoire. J'avais une petite copine. Je suis originaire de Strasbourg et ma petite copine jouait une pièce de Marivaux dans le cadre de son école. Et le prince de la dispute de Marivaux s'était cassé la jambe. Et elle m'a dit, écoute, ils font des auditions, est-ce que tu veux venir? Et j'avais jamais pensé à faire ça, mais pour lui faire plaisir, je suis allé. Ils ont été gentils, ils m'ont engagé. Et puis ça a pris des proportions inattendues parce qu'on a joué beaucoup plus longtemps que prévu. Et ce qui était au départ un tout petit truc avec une dizaine de dates au sein de l'école s'est transformé complètement. On est parti, on a fait une petite tournée, on a joué plus de 100 fois. Et puis j'ai jamais arrêté. Après j'ai joué à Strasbourg et je suis venu à Paris faire une école de théâtre pendant 3 ans. Quelle école? C'était le Studio 34. Une école qui, je crois, n'existe plus, mais enfin, les professeurs existent toujours. Claude Mathieu et Philippe Briveau. Et voilà, j'ai continué comme ça. Après, j'ai beaucoup joué au théâtre jusqu'en 98. Je me souviens exactement parce que j'étais toujours avec une compagnie avec laquelle je travaillais bien, mais qui a disparu du jour au lendemain. Et heureusement, je connaissais des copains qui faisaient du doublage, qui m'ont dit viens, alors je les ai suivis. Puis ça a fait boule de neige très rapidement parce que j'ai eu la chance de rencontrer Génie Gérard, qui quelques années plus tard m'a donné justement le Joker. Et voilà, et le théâtre j'en fais encore. D'ailleurs, je travaille en ce moment avec une compagnie de musiciens, des musiciens baroques. J'ai écrit un spectacle sur la vie de Handel. Et on reprend ça régulièrement, chaque année, on a quelques dates comme ça, mais enfin, mon activité essentiellement, c'est une activité dans les métiers de la voix, alors tout ce qui est doublage et compagnie. Mais le théâtre, je continue. Et dans ce spectacle, vous jouez... Je joue Handel, d'accord. je joue le musicien, c'est une correspondance imaginaire, et c'est le musicien, et je suis entouré de tout un orchestre baroque qui accompagne la vie que le musicien raconte. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, ben, on va parler maintenant de tous vos rôles en doublage, de vos principaux rôles. Alors, je vais passer le micro à Patrick. Je sais pas, quels sont les rôles qui ont été pour vous les plus marquants, en dehors de Batman, parce que Batman, on reviendra un petit peu après. Alors, par exemple, vous avez... déjà, il y a une série qui vous suit depuis un petit moment, qui s'appelle Les Feux de l'amour. Ça, évidemment. Mais j'ai absolument pas honte de ça.
C'est une série qui marche très bien. Moi, je trouve il y a une bonne équipe, on s'amuse beaucoup. C'est clair qu'il ne faut pas se prendre au sérieux quand on fait ce genre de choses. Mais par contre, je défends le fait de le faire avec application et sérieusement et pas seulement venir ramasser le chèque, parce que bien évidemment que quand on fait ce travail, il y a des choses plus valorisantes, on va dire, artistiquement parlant, à faire que les feux de l'amour. Néanmoins, si on n'a pas envie de le faire avec un souci de bien le faire, autant laisser sa place. Il y en a qui seront très contents de l'apprendre. Voilà, moi je suis ravi de faire ça. Mais il est vrai par ailleurs, je ne vous cache pas, que heureusement que je ne fais pas que ça, parce que là, peut-être je me tirerai une balle quand même. Voilà, donc il y a d'autres séries qui, elles, sont beaucoup plus excitantes à faire. J'ai fait le Dr Tob sur la série Dr House. Récemment, là, j'ai fait une série qui passe sur Canal+, là, en ce moment, l'adaptation de la BD 13, où je double un acteur. Donc, parce que moi, j'ai un gros défaut, il faut vraiment que ce soit des stars, et non, pas tant que ça, pour que je retienne leur nom. Mais c'est l'acteur qui fait le président des États-Unis. Je suis le président des États-Unis quand même. Dans 13. Il y a une promotion par rapport au feu de l'amour, alors. C'est une certaine promotion par rapport au feu de l'amour. Ouais. Voilà. Je sais pas. J'ai fait Moriarty dans le dernier Sherlock Holmes au cinéma. Et puis il y a un grand méchant. Dans Pirates des Caraïbes, en fait, oui. Qui s'appelle Lord Beckett. Cutter Beckett. Oui, l'emperruqué là qui... Voilà, donc en fait. Et j'aime beaucoup cet acteur d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de redoubler sur des choses moins importantes. Ouais. Voilà. Il y a aussi un acteur que vous avez, Geoffrey Rush aussi, dans Intolérable de cruauté. Oui, je l'ai doublé une fois, Geoffrey Rush, dans ce film-là. Il est assez délirant, assez marrant à faire. Et puis on peut parler aussi de Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, pareil, que j'ai doublé une fois dans l'adaptation au cinéma de la série Chapeau melon et bottes de cuir. J'étais ravi de doubler Ralph Fiennes. Je trouve pas que le film soit formidable parce que c'est un point de vue un peu personnel, mais je trouve que c'est toujours un peu un ratage. C'est une fausse bonne idée, à mon sens, de chercher à vouloir adapter au cinéma les séries cultes d'il y a 20 ans. Et en l'occurrence, je trouve que c'est pas formidable. Ah, oui. Vous l'avez doublé aussi dans Léo de Hurlevent. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, je l'ai doublé dans Léo de Hurlevent. Ouais. Et vous faites aussi de la direction artistique aussi un petit peu. Ponctuellement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce métier, cette activité de directeur artistique? Oui. Déjà, ça vous est venu comment? Comment on vous a proposé de... Ah ben là, honnêtement, on est venu me chercher. En tout cas, moi, j'ai rien demandé. Et on me l'a proposé. Et vous savez, on est un petit peu superstitieux dans ce métier. Donc, quand on vous propose du travail, on est... voilà, on n'a aucune raison de refuser parce que c'est pas pour moi. Voilà, j'étais tout à fait content de ça. Ce que moi je trouve agréable dans le métier, dans le travail de direction artistique dans le doublage, c'est vraiment le travail sur le plateau, quoi, avec les comédiens, de diriger le travail, le jeu des acteurs, etc. J'avoue que je suis un tout petit peu paresseux et qu'il y a tout un travail en amont de préparation, de plan de travail, de convocation d'acteurs, qui est un peu saoulant. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de devoirs à la maison, surtout dans un contexte, je trouve, qui devient de plus en plus pressant. Il
faut que tout soit fait pour avant-hier. Si tout s'est bien passé, vous n'en aurez jamais aucune nouvelle. Si jamais vous avez laissé passer le moindre truc, on vous tombe dessus à bras raccourcis. J'avoue que, bon, au départ, on vous dit vous avez carte blanche, choisissez vos acteurs et tout. Et puis, vous avez à peine commencé à le faire quand vous dit ah, au fait, machin, il est toujours doublé par bidule, et machinette, elle est toujours doublée par tarte molle. Et donc, donc voilà, pour ces raisons-là, je vous dis encore une fois, je n'aime pas refuser du travail, mais c'est vrai que j'ai la chance en plus qu'on pense à moi pour faire l'acteur, et je vous assure que c'est beaucoup moins de stress. Et donc voilà, je ne me bats pas pour diriger. Mais en l'occurrence, je continue ici à diriger une série pareille, tout à fait alimentaire, mais qui fait vivre pas mal de monde et que tout le monde fait avec joie et bonne humeur. C'est pareil, c'est un soap pour ménagères qui passe à 9h30 le matin, qui s'appelle Des jours et des vies. Voilà. J'ai pu penser à une époque, en faisant les feux de l'amour, que j'étais pas loin d'avoir touché le fond. Certains jours où on n'a pas trop le moral, quoi. En faisant Des jours et des vies, il faut vraiment voir la vie en rose, parce que là, on se dit que là, on ne sait pas ce qu'il fume, mais j'en veux pas. Juste après le téléachat, c'est ça? Oui, Vous avez fait du téléachat? Ah, j'ai fait du téléachat. voilà. Et en tant que comédien, vous préférez diriger? Parce qu'à une époque, souvent les directeurs artistiques n'étaient pas comédiens, et maintenant il y a de plus en plus de comédiens qui font maintenant il y a presque plus de gens non comédiens qui font de la direction artistique. Vous préférez, j'imagine, diriger par des comédiens qui n'avaient pas eu l'occasion de jouer et de se trouver dans quelque chose. Ouais. Et après, une porte s'est ouverte, avec le doublage. Mmh. Mais il y avait des gens qui étaient prêts à jouer la comédie, des gens très bien, des gens qui n'avaient pas d'expérience, mais il fallait aussi il y avait une époque, vous êtes tous trop jeunes pour là. C'est quand on était à la télévision et qu'on était là-haut, là, il y avait les metteurs en scène avaient chacun un bureau. Oh, je vous connais. Connu ça? SFT. Ah oui, tu t'es Les gens qui veulent nous épargner. Oui, mais moi aussi j'ai connu Jacques. Je me souviens que c'était dans un berceau, on me connaît. Et il y avait, et ces gens-là, on réussissait quand même à les rencontrer par leur secrétaire, leur assistant. On arrivait à parler avec les gens. Et on arrivait quand même, je suis désolé, ça m'est arrivé à moi, personnellement, ça m'est arrivé aussi, que des gens comme ça, en te voyant, ah, ça vous pourriez le faire. Je sais pas, ça, on te l'a fait aussi. On te l'a fait plusieurs fois. Hein? Bon, c'est sûr? Oui, c'est sûr. Mais je crois toujours que les gens sont prêts à jouer la comédie, sont prêts, et là, tout d'un coup, maintenant, dans l'époque que nous vivons, et que vous vivez plus que moi maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour le doublage, il y en avait beaucoup moins. Il y en avait beaucoup moins, on avait beaucoup plus de chance de se retrouver sur un plateau de doublage, mais on retrouvait les mêmes personnes. Là, il m'arrive actuellement j'y vais plus maintenant, bon, si tu veux, mais quand je suis sur un plateau de doublage, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas du tout. Il y a des gens de 40 ans, tu vois, 35, 40 ans, je ne les connais absolument pas. Et je ne dis pas pour autant qu'ils ne sont pas bons, etc. Ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire qu'il y a un marché beaucoup plus grand, hommes et femmes d'ailleurs, parce qu'il y a des jeunes femmes qui sont extraordinaires, des vieux acteurs aussi. Certainement. Qu'est-ce qu'elle dit certainement? Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde. De plus en plus. Il y a beaucoup de monde. Et là, tout à l'heure, tu parlais de le truc sur le bateau, là, qu'on voit tout le temps. Là. J'ai fait
Plus belle la vie. Alors il y a un copain dont je dirais le nom, il vient d'être contacté pour faire Plus belle la vie. Et il me dit, ah non, je ne comprends pas. Je l'ai fait, moi, il y a 4 ans environ. Et je t'avoue que j'ai été très heureux de le faire, parce que j'étais heureux, parce que j'étais avec Colette Renard d'abord, et puis les gens qui étaient là, c'est-à-dire l'administration, les gens qui nous suivaient sur le plateau, enfin, c'est un décor qui est toujours le même, tu vois. Et c'était très très agréable. Moi j'ai passé un très bon moment, très très bon moment, et le garçon qui ne voulait pas le faire, il l'a fait. Maintenant il a fait 9 ou 10 épisodes, comme moi j'ai fait, et il est très content de l'avoir fait. Je crois qu'il ne faut pas, quoi qu'il arrive, il ne faut pas refuser une affaire. Je ne crois pas. Aussi petite soit-elle, vous ne savez pas si elle ne va pas déboucher sur quelque chose ou sur quelqu'un qui vous repère pour une bonne raison d'ailleurs. C'est ce que disait, ce que disait Patrick. Vous êtes trop jeune. Ce que disait Patrick avec la direction artistique. Je crois qu'il faut accepter. On ne sait pas sur quoi on débouche. On ne sait pas. Alors actuellement, il faut penser à ce que nous disions tout à l'heure avec mes camarades. Nous sommes beaucoup plus nombreux comparativement que nous l'étions quand moi j'ai commencé. Il y a beaucoup plus de monde. Quand vous allez arriver sur un studio de dessin animé, parce que moi c'est surtout ça que je fais, je vais être inanimé très vite, voilà. Animé. Et là, je retrouve des gens, je rencontre des gens que je n'ai jamais vus. C'est formidable, hein, je tiens à préciser ça. Des gens qui sont doués. Il y a des gens doués, c'est agaçant, mais il y a des gens doués. Voilà. Jacques, on va parler un peu de vos rôles, Jacques, dans le doublage. Hein? On va parler de vos rôles dans le doublage. Alors, les rôles. Le premier, ça date de quand? J'ai fait un doublage que je trouve absolument délicieux, mais je ne trouve plus le nom de mon camarade, qui est là, c'est là-haut. Joli cœur et sac à puce. C'était pas Jacques Dinan ou... C'était un délicieux... Ferrière, Jacques Ferrière. Qui tu dis? Jacques Ferrière, non? Qui? Jacques Ferrière. Ah oui, Jacques Ferrière. C'est Jacques Ferrière. Oui, j'ai dit un nom en Y, c'est ça. Jacques Ferrière. Et finalement, ce sac à puce et joli cœur, on était que tous les deux, mais on l'a fait pendant très longtemps, ça nous a porté bonheur, on l'a joué, et on a accepté tous les deux, bien sûr. Alors évidemment, dans Barbare, il y a Pompadour, alors ça m'a poursuivi pendant des années, avec mon petit truc là, comme ça. Et puis après, alors, il y a aussi, dans les dessins animés, on tombe dans des dessins animés où on y est pour une fois, pour 2 fois, on se trouve dans quelque chose, pas dans quelque chose en série. Pas nécessairement. Oui, il y a les grands longs métrages Disney, où, par exemple le Chapelier Toqué dans Alice au Pays des Merveilles, le Chapelier Toqué qui chante un joyeux anniversaire. Ah oui, ça c'est moi. Voilà. Ça on m'a demandé ça. Oui, dans l'anniversaire, ça serait bien que j'ai chanté. Ils l'ont repris, c'est pour ça que c'est curieux, c'est il y a 40 ans. Et là, il y a 6 mois, et on l'a refait. On a refait tout ce truc. C'était pour un spectacle. Il y a eu un anniversaire, ouais, c'est drôle. On a pu. Alors il y a aussi dans les acteurs, vous avez doublé Denholm Elliott, qu'on peut voir dans Indiana Jones et la dernière croisade, donc Marcus Brody. Qui? Denholm Elliott, dans Indiana Jones. Marcus Brody, voilà. Alors, dans Indiana Jones, il y avait un comédien américain, qui est lui aussi là-haut, qui s'appelait, je pense que vous connaissez, Denholm Elliott. C'est un homme assez fort, assez curieux, qui a fait énormément de cinéma. Et il a fait les personnages avec Harrison Ford. Et moi j'ai doublé avec lui, on me prenait pour des films qui n'ont rien à voir avec ça. Et cet homme absolument exquis, il est là-haut. Voilà. Il nous regarde. Et puis chez les Disney,